Parfait. Donc maintenant, on va passer à une session table ronde avec 3 intervenants qui sont donc en repartant de la gauche, Antoine Pellion, que vous avez donc normalement à peu près identifié, sauf ceux qui sont vraiment très endormis. À sa droite, Thierry Pêche, qui est délégué ou directeur? Directeur, pardon, autant pour moi, général de Terra Nova. Et enfin, à ma gauche, Fabien Guimbretière, qui est secrétaire national à la CFDT, qui n'est aujourd'hui pas dans la rue, donc qui est avec nous, et qui s'occupe de transition écologique dans ce syndicat. Alors, on va un peu plus s'intéresser maintenant pour l'introduction de cette table ronde, avant de passer la parole aux questions, à des processus et à ce que les gens s'imaginent être la planification. Donc, avant de parler des millions de tonnes dans tous les sens, ça doit marcher comment, la planification? Et donc, l'ordre dans lequel les intervenants vont s'exprimer, c'est d'abord Thierry Pêche, à qui je vais passer la parole, puisque, à tout seigneur, tout honneur, au Shift Project, on a copié abominablement, puisque c'est pas de nous, l'idée du SGPE. On a repéré ça, c'est une idée qu'on a poussée, mais on a repéré ça dans une note de Terra Nova. Donc, je vais avec plaisir vous céder la parole pour que vous nous expliquiez pourquoi vous avez pensé à ce genre d'organisme, à quelle fonction ça devait occuper dans l'appareil d'État, pourquoi est-ce que c'était intéressant de créer ça et pourquoi ça marche, pourquoi dans votre esprit ça marchait mieux avec, et donc à quel manque ça venait combler d'une certaine manière. Voilà. Je ramasse la copie dans 10 minutes. Non, pardon. Je propose qu'on fasse des propos introductifs pas trop longs, histoire que ce soit un peu interactif. Je vais faire très court, surtout en présence d'Antoine. Je voudrais pas. On va voir s'il a bien appliqué le cahier des charges, justement. Mais l'histoire n'est pas finie. Elle ne fait que commencer d'une certaine manière. Écoute, l'intention initiale, elle est assez simple. C'est l'idée qu'il faut aligner l'action de toute une série d'acteurs publics d'abord, mais pas seulement, au sein qui sont de la sphère politique, au sein de la sphère administrative, et je dirais dans l'ensemble des machineries législatives, budgétaires et administratives de notre pays. On a vu, tu l'as constaté, on l'a tous constaté ces dernières années, que la bonne volonté ne suffit pas. Et que souvent, moi je l'ai vu lors de la fabrication de la loi climat et résilience, que j'ai suivi d'assez près, parce que quand je m'étais occupé du comité de gouvernance de la Convention climat, j'étais aux premières loges pour la suite. Souvent, la Convention climat, c'est la Convention citoyenne sur le climat, ouais, pour le climat. J'en étais le président du comité de gouvernance avec Laurence Toubiana. Alors, j'ai pas pris part au vote, c'est pas mes propositions, mais j'ai organisé le processus. Et donc, les conclusions des citoyens ont nourri une loi dite climat et résilience, qui a été organisée d'ailleurs de la même façon que la slide que tu montrais tout à l'heure, c'est-à-dire se nourrir, se loger, avec une perspective usager finale. Et qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là? Bien, on a vu la guérilla gouvernementale habituelle, la guérilla interministérielle, c'est-à-dire que vous mettez dans la machine, moi je peux le dire librement, je ne suis pas dans la machine, mais vous mettez un input et puis un premier ministère en enlève un bout, un deuxième en enlève un deuxième, un troisième, un quatrième, et à la fin, au début vous aviez un animal avec 4 bras et 2 jambes, et à la fin vous avez un homme-tronc. Bon, ça se passe comme ça. Et donc il était vraiment vital à nos yeux. À nos yeux, c'était pas les miens seulement, c'est Pascal Canfin avec qui j'ai écrit sur ce sujet, puis Marine Brault, qui est la personne qui a un peu plus élaboré la proposition. Il était vital d'aligner les intérêts et les fonctionnements de tous ces acteurs. C'était ça fondamentalement au départ. Mais il y avait une autre dimension, et je tiens à le dire, parce que là, jusque-là, on peut tous facilement se mettre d'accord. Il y avait une autre dimension qui était une dimension de négociation sociale et politique. C'est-à-dire, on peut faire de magnifiques schémas, des tableaux Excel remarquables, et il faut les faire. Je dis pas ça avec mépris. Il faut vraiment les faire. Hein. C'est pas des blagues. Je fais plus d'Excel, moi, donc je suis pas concerné. Non, mais je regarde les gens avec qui je parle. Mon regard n'est pas accusateur. Non, on a besoin de tout ça. C'est absolument vital. Mais tout ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si on s'enferme dans une conception un peu saint-simonienne de la planification écologique, en gros,
Souvenez-vous de la parole de Saint-Simon, hein, préférer l'administration des choses au gouvernement des hommes. Bon, supprimer la politique, disons-le. Ça va être difficile. Les Saint-Simoniens ont été heureux principalement sous le Second Empire, sous Napoléon III, mais après c'était plus compliqué. Avant, ça n'existait pas. Donc, on peut aussi avoir une conception très légicentrique de la planification. Vous avez, je ne vais pas les citer, mais des mouvements politiques qui disent en gros, on va faire des lois et tout sera résolu. S'il y en a encore dans cette salle qui croient à ce genre de choses et qui viennent me voir, je leur expliquerai que ça ne se passe pas comme ça. Donc, on a besoin d'ajouter à cet effort de rationalisation qui est nécessaire, de construction de trajectoire, d'indicateurs, de cohérence, on a besoin de rajouter un effort de négociation dans les collectivités, à la maille des collectivités dont tu parlais, avec les acteurs économiques, industriels, avec les citoyens. Et je vous assure que quand vous descendez à ces mailles-là, les choses ne sont pas simples. Il faut vraiment le faire. Ça ne va pas de soi de faire shifter, hein, c'est comme ça qu'on dit ici, les Français du thermique à l'électrique sur la mobilité, à leur faire rénover leurs bâtiments, etc. Tout ça est très compliqué. Et si on n'a pas cette modestie, hein, de la petite couture, du travail quotidien de la politique, on n'y arrive pas. Donc j'ai envie de dire que le défi qui est devant nous, c'est de tenir à mes yeux les deux bouts, le bout de la rationalisation, de la mise en cohérence des acteurs et des intérêts, et l'autre bout qui est celui de la vie politique en démocratie, c'est-à-dire beaucoup de délibération, de discussion, de recherche, de construction de consensus. Et je vais vous dire, c'est là qu'on est le plus mauvais en France. Si je reprends ce que tu as dit là en disant, j'ai constaté avec la Convention citoyenne pour le climat que en fait, les ministères, chacun venait pour enlever un petit morceau de ce qui avait été proposé. En quoi est-ce que la création du SGPE, vu de Mars, après on demandera au principal intéressé, est une parade efficace ou un morceau de parade efficace contre cette tentation? Parce qu'on ne peut pas y arriver sans un lieu au sein de la machine gouvernementale et interministérielle où se construise de la cohérence du savoir, des données. Ça ne suffit pas, mais c'est nécessaire. C'est la condition sine qua non. Donc voilà. Et l'autre condition, c'est bien sûr que dans le design... En gros, il faut un architecte qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Enfin, un architecte public, pas des architectes externes comme nous, par exemple, au Shift Project qui proposons, mais un architecte interne public. Oui, il faut un ensemblier. Okay. Je vais dire les choses comme ça. Et par ailleurs, il faut aussi dans le design du gouvernement une hiérarchie des fonctions. Et le fait qu'il y avait plusieurs solutions, hein, celle qui a été choisie par le président de la République n'est pas d'ailleurs celle que j'avais en tête. Mais l'idée de donner à la première ministre... Celle que tu avais en tête, c'était... On est entre nous, il n'y a que 500 personnes qui écoutent. Ça va me revenir, mais c'est dans le document qu'on a publié avec Canfin qui s'appelle Gouverner la transition écologique. Donc, si ça ne me revient pas, allez lire ce document, il est public. Mais ce n'était pas ce qu'on avait préconisé. Mais c'est une solution possible, de dire la Première ministre, qui est chef du gouvernement, est en même temps responsable de la transition écologique. Eh bien, ça veut dire que tous les arbitrages qui remontaient au Premier ministre, mais un peu comme, je dirais, à l'instituteur dans la cour de récré, sont directement pris par lui. Et ça, pourquoi pas? On va voir si ça marche. Vous savez, on a besoin d'expérimenter aussi. Hein, sur le papier, il y a des choses merveilleuses, mais dans la réalité, ça ne marche pas. On va voir. Mais le SGPE, c'était... à mon sens, je ne sais pas, Antoine, comment tu dirais les choses, mais c'était l'ensemblier nécessaire pour mettre en cohérence l'action publique et les politiques publiques. Merci. On va passer la parole à la Défense pour qu'ils nous disent. Non, voilà. Donc maintenant, le SGPE. Chacun sait que même dans la fonction publique, le premier titulaire d'un poste peut façonner un peu l'objet à son image, ou plus exactement à l'idée qu'il a en tête. Donc en arrivant à cette fonction, qu'est-ce que tu penses que le SGPE doit faire? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il devrait faire un peu plus tard? Bien, moi je me reconnais assez bien dans la notion d'ensemblier qu'on a évoquée jusqu'à présent. Peut-être le premier, alors je vais directement me placer du point de vue d'aujourd'hui avec un petit retour d'expérience finalement des premiers mois et puis de ce qu'on projette pour la suite. Je pense qu'il y a un premier sujet qui est déjà de remettre du temps long dans le fonctionnement de l'État, du gouvernement, des cabinets, des ministères. Je pense que moi j'ai vécu du coup les périodes précédentes gouvernementales. Et donc, avec la succession de crises que l'on a aujourd'hui, la crise des carburants, la crise de l'énergie généralement, différentes crises, je pense que sans une structure du coup qui impose un calendrier de temps long et de préparation de tout cela,
on aurait été une fois de plus plongé uniquement dans les sujets d'urgence et de gestion du quotidien. Donc la première mission quelque part du SGPE, c'est de faire exister dans l'appareil de décision au niveau de la Première ministre, qui veut dire que concrètement, la Première ministre réunit ses ministres, là en l'occurrence en ce moment c'est 3 fois par mois, pendant plus de 2 heures à chaque fois, sur la façon dont on se projette à l'horizon 2030 sur tous les sujets que j'ai évoqués. Ça déjà, ça a beaucoup de valeur dans la façon dont on conçoit les différentes politiques publiques. Ça n'existait pas avant? Ça n'existait pas avec cette régularité, ça n'existait pas avec ce niveau d'implication. Je dirais, il pouvait y avoir, par exemple, quand on faisait une loi, il y avait du coup, avant le projet de loi qui s'est mis sur la table, il y avait une discussion de ce type-là, mais c'était une fois pour une loi donnée. Ce n'était pas cette régularité et cette vision, cette ambition d'une vision très systémique de la chose qui correspond à ce que je vous ai un peu décrit. Le deuxième élément important, c'est que ensemblier, ça veut dire en réalité faire émerger ce qui existe un peu partout dans l'administration, mais par petits bouts, l'ensemble des différentes analyses, etc., pour en faire une forme de tout cohérent et assez systémique. Donc, je vous en prends une toute petite partie. Et ça a beaucoup de valeur ensuite quand le politique prend la décision de se référer par rapport à un scénario de référence ou en tout cas des éléments qui ont été mis en cohérence. Et donc ça, on voit par la pratique, du coup, et ça, on a mis en place tout un processus là que je vous épargne, mais sur lequel je pourrais revenir, qui permet de construire cette cohérence-là dans les différents sujets. Et ça rend la décision, du coup, plus efficace, à mon sens. Demain, l'exemple concret, je pense que c'est le sujet du plan eau qui a été sorti la semaine dernière. On peut le débattre, on peut trouver qu'il y a des mesures, etc., qui pourraient être plus loin, mais on a dégagé, sans batailler outre mesure, à la fois il y a 50 mesures qui touchent tous les secteurs. Il y a des ressources supplémentaires qui ont été mises à hauteur de 500 millions d'euros par an dans le contexte actuel, qui est significatif pour financer un certain nombre d'investissements. Et donc, quelque part, on a une réponse que je trouve à la hauteur, en tout cas, de la première marche qu'on a à franchir. Et ça, qui est une concrétisation assez opérationnelle, je trouve. Juste une question de compréhension. Le plan eau, il est sorti du SGPE ou il est... Alors, il est issu du processus du SGPE, c'est-à-dire c'est les ministères qui travaillent aux différentes briques. Nous, on assure la cohérence de tout cela. Et donc, typiquement, quand on a ouvert la boîte, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à la maille ou qui n'étaient pas cohérentes. Et donc, derrière, ça permet d'avoir un plan d'action très opérationnel qui est cohérent. Et ensuite, de mettre tous les ministères dedans. Et donc, le jour où on parle des moyens, souvent dans la prise de décision, tout le monde travaille extrêmement bien jusqu'au jour où on parle d'argent. Et puis, du coup, on coupe les crédits à la fin parce qu'il y a par ailleurs plein de contraintes. Mais là, on avait embarqué tout le monde, incluant toutes les sphères de Bercy, dans la fabrique de cette décision-là. Et donc, quelque part, c'était assez cohérent d'aller jusqu'au bout. Et il n'y a pas eu de bataille outre mesure pour pouvoir se dire quels étaient les moyens qu'on y adossait. Alors après, on peut débattre, est-ce que c'est suffisant, pas suffisant, est-ce qu'on peut aller plus loin, etc. Mais je dirais, dans la conception, typiquement, de cette politique publique, c'est un exemple assez concret. Et je termine par un point qui est donc aujourd'hui, on a mis beaucoup d'énergie à construire ce cadre cohérent. Pour moi, c'est l'étape 1 de ce SGPE. Derrière, on a un énorme enjeu, et je pense que je vous l'ai montré avant, que l'ensemble des actions de levier dont on parle, déjà, ce n'est pas l'État qui a la parole unique sur la partie, sur le scénario, finalement, la façon dont on va réussir tout ça collectivement. Et donc, du coup, autant on peut mettre une mise de jeu sur la table, autant il faut maintenant la débattre, la discuter, la négocier quelque part par rapport à ce que disait Thierry avec l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est clairement une phase qu'on a devant nous. Je pense que ça a beaucoup de valeur d'avoir quelque chose de cohérent qui vient de l'État, qu'on met sur la table avant de commencer cette discussion, mais cette discussion, elle est essentiellement devant nous. Et puis deuxièmement, on voit bien qu'il n'y a aucune action qui relève d'un seul acteur. À chaque fois, c'est très multi-acteurs. On combine un travail des collectivités, des entreprises, des ménages, de l'État, etc. Et donc cette mécanique-là, ce qu'il faut, c'est arriver à ce que ça soit le plus décentralisé possible, au sens où le chemin est clair, et ensuite chacun des acteurs contribue à construire la solution à son niveau autour de ça. Donc ça, c'est pareil. Donc tout ce qui est territorialisation, tout ce qui va être co-construction finalement de la trajectoire concrète sur le terrain, tous les emplois, les compétences associées, parce que là, on a très peu parlé d'emploi de compétences jusqu'à présent, mais c'est absolument essentiel pour réussir tout ça. Ça reste encore. Et puis après, la phase de mise en œuvre aussi, c'est concrètement, trop souvent, l'État dit beaucoup de choses, annonce beaucoup de plans. Et un des enjeux majeurs qui est dans la phase 2 du SGPE, c'est s'assurer qu'on fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Et ça, c'est pareil, c'est tout un vaste programme qui est plutôt pour l'étape à venir. Alors, tu as anticipé ma question, donc vous allez devoir faire ça. Et alors, du coup, moi, j'ai une question, on ne va pas parler argent, mais on va parler gens. Idéalement, pour faire tout ça, il faut combien de personnes? Donc, actuellement, il y a 15 personnes, si j'ai bien compris.
Absolument. Pour l'instant, on est 15, donc on fait tout ça à hauteur de 15. Après, on a vraiment un travail de coordination, donc on mobilise, et je pense que les ministères bossent énormément du coup sur cette œuvre assez collective. On a tous les deux fait les mêmes règles de 3. C'est-à-dire quand tu prends le nombre d'interlocuteurs que tu vas avoir en face de toi, fois 1 heure par interlocuteur, mécaniquement, ça va te donner 100, 200, 300, 500 000 personnes, je ne sais pas. Mais... Avant l'été, on devrait être 35. Donc on a augmenté de 10 là, dans les derniers jours, et puis on a un ensemble de personnes qui sont mises à disposition, etc. Et je pense qu'il faut, ça c'est l'étape, c'est l'année 2, et donc je pense qu'il faut qu'on ait une augmentation un peu équivalente en année 3 pour être vraiment à plein régime, mais ça sera la discussion à venir. Enfin, je dirais là, on a plutôt réussi la partie ensemblière, enfin de mon point de vue, ce qui justifie qu'on se dote de façon supplémentaire pour passer à l'étape 2 qui est tournée vers l'extérieur, comme je l'ai dit, sur la négociation, etc. Et donc en fonction de cette réussite-là, je pense ça sera stop ou encore, et donc du coup, c'est là où on se posera la question de l'évolution ultérieure. Merci. Alors, on va finir ces propos introductifs donc, avec Fabien Quimbrettière. Donc là, la question d'entrée va être toute bête. Vu d'un syndicat, et en particulier celui dans lequel vous bossez, quel lien est-ce qu'on fait entre les sujets environnementaux et les sujets d'emploi, parce que les syndicats, normalement, sont quand même là prioritairement pour les sujets d'emploi et assimilés, j'ai envie de dire. Pardon ? Non, justement. Non, mais, historiquement, c'était beaucoup le cas. Donc, comment est-ce que cette articulation se présente aujourd'hui ? Est-ce que vous avez déjà un avis sur la création du SGPE ? Est-ce que c'était une bonne idée, une mauvaise idée ? Est-ce que l'État est au rendez-vous, on va dire, vu de votre point de vue de la puissance publique sur ce genre de choses ? Voilà, c'est la première question. J'ai que 5 minutes pour répondre à tout ça. Non, mais beaucoup d'autres questions qui viendront d'en face. Les transitions écologiques pour la CFDT, c'est pas un sujet de plus, c'est un sujet central. Et donc, ça peut se faire pour nous que par la planification, effectivement, parce qu'on ne peut pas dissocier l'économique du social et de l'environnemental, c'est absolument impossible. Si on commence à réfléchir en silo, on n'y arrivera pas. Et tout est lié. Donc nous, à la CFDT, bien sûr, nous sommes une organisation syndicale et nous défendons les travailleurs et les travailleuses, mais aussi, on met tout en corrélation et on voit bien que, justement, il va y avoir des impacts sociaux et sur le travail et sur les emplois et les compétences qui vont être énormes, tout autant que les autres sujets. Et donc nous, la planification, oui, évidemment, on l'appelle de nos voeux et c'est très bien. Donc c'est une bonne chose. Alors nous, on découvre un petit peu là, les travaux du SGPE, malheureusement, mais il n'est jamais trop tard. Et c'est pour ça que j'ai pris plusieurs notes pendant la présentation de monsieur Payon, et ce qui fait que j'ai des trucs un peu partout sur ma feuille. Donc de toute façon, on ne peut pas dissocier l'environnemental et le social. Donc transition économique, ça a déjà été dit, hein, mais c'est aussi les changements d'usage, se nourrir, se déplacer. Et les transformations sociales, c'est l'évolution des compétences, les conditions de travail, l'organisation du travail. Et tout ça, il va falloir le mettre en corrélation. Et sans ces articulations, sans anticipation, ça va être très compliqué et les filières auront du mal à faire. On a déjà eu des exemples, notamment dans l'automobile, où ça n'a pas été anticipé de manière suffisante. Je ne dis pas ça sur le ton du reproche, hein. C'est collectivement qu'il faut anticiper. C'est la preuve que ce n'est pas si facile que ça, mais qu'aujourd'hui, notamment la sous-traitance, ils n'ont pas forcément anticipé, par exemple, le moteur électrique. Je vais revenir après sur les compétences. Parce qu'il y a toute la partie sociale aussi. Je vais déborder un petit peu, mais moi, ça suppose aussi, une planification, ça suppose aussi quel modèle on veut, quel modèle de croissance on veut, ou quel modèle économique on veut. Parce que suivant le modèle qu'on va définir, la planification n'est pas forcément la même. Et j'entendais tout à l'heure dans votre présentation, vous disiez, on ne va pas baisser la production, par exemple. Ou je ne sais plus comment vous l'avez dit. C'est-à-dire que, est-ce que l'objectif est uniquement de décarboner, ou également de changer nos modes de vie, de changer de modèle, avec tout ce que ça implique derrière, parce que les effets ne sont pas les mêmes, la planification n'est pas la même, et ça, il faut vraiment qu'on le définisse en amont. Et ça nous amène donc au social, notamment sur l'acceptabilité sociale de tous ces changements. Alors, il y a énormément, en fait, toutes les cases sont cochées, hein, dans ce que vous avez présenté, il y a des compétences, il y a énormément de choses. Après, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on veut.
Moi, quand je parle d'acceptabilité sociale, quand je voyais tout à l'heure 28 pour les individus, 105 pour les entreprises, ça rejoint un peu ce que disait Thierry Pech, je pense, c'est qu'à un moment donné, ce sont des indicateurs qui sont absolument indispensables, on est d'accord, mais que ce n'est pas parce que c'est 28 et 105 que ce sera 3 fois moins important, et que il faut que ces décisions, tout ce qui va être mis en place, soit co-construit. Ça fait partie de la démocratie sociale, de la démocratie participative, dont fait partie la CFDT, dont fait partie Shift Project aussi sur les sujets sur lesquels vous travaillez. Et que, enfin, bon, je ne vais pas faire de parallèle en ce moment, mais on voit qu'il faut aussi partir de la réalité des citoyens pour réussir à construire quelque chose et le mettre en corrélation avec des objectifs qu'on aura clairement définis. Donc oui, la planification elle doit se construire démocratiquement. Et puis pour en venir au diagnostic, enfin aux compétences, on parle beaucoup on parle d'1 million 100 000 emplois créés et de 800 000 destructions d'emplois. Là encore, attention aux chiffres. Ça c'est nous, ça. C'est vous? Oui, je savais plus. Non mais alors ceci, bah oui, mais et donc c'est nous et en fait c'est sur un volume d'emplois qu'on a regardé d'un peu près qui est de 4 millions. Ouais. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus potentiel. Ça veut dire que c'est potentiellement beaucoup plus et il y a des choses qu'on n'a pas été capable de faire dans ce premier approche sur l'emploi, c'est de regarder les déplacements des compétences au sein d'un même emploi. Par exemple, enseignant. On n'a pas été capable de regarder le nombre de profs de philo qu'il fallait avoir en plus ou en moins versus le nombre de profs de soudage qu'il fallait avoir en plus ou en moins. D'accord ? On n'a pas été capable. Il y a une hypothèse dans l'exemple. Oui. J'aime bien prendre des exemples. Après, je sais pas, peut-être que quelqu'un a écrit un roman qui s'appelle La philosophie du soudage, que je n'ai pas encore lu. Mais... Donc, non, mais c'était juste pour illustrer. Donc en fait, les mutations intra-emploi, on n'a pas été capable de les approcher, parce que nous, on n'est même pas 15, on était 1, plus quelque chose pour faire ce travail. Mais c'est évident que c'est un travail à faire. Hein. Donc là, mais ça veut dire effectivement qu'il y a des mouvements de balancier énormes devant nous. Voilà. Alors, en reprenant les projections du Shift, ça veut dire qu'une fois qu'on a posé ces chiffres, ça pose plein de questions. Ça pose d'abord une question de temporalité. Combien de temps on a pour former tout le monde? Est-ce qu'on se tourne uniquement vers les jeunes ou il ne faut pas oublier les seniors aussi dans le... croire que pour des nouveaux métiers, notamment plus verts, dans l'industrie par exemple, on n'aura pas besoin des seniors. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Il y a des mobilités aussi à imaginer suivant les modèles les modèles de croissance justement qu'on aura mis en place. Et donc il y a un chantier qui est énorme où il va falloir mettre en corrélation les OPCO, les branches, les conventions collectives. Les opérateurs de compétences, c'est tout ce qui concerne, ce sont ceux qui mettent en œuvre tout ce qui concerne la formation professionnelle continue. Même si on dit, par exemple, qu'il peut y avoir 300 000 emplois en plus sur un volant global de 4 millions, ça veut dire qu'il faut... j'ai perdu le fil, du coup. Il faut que faut que tout se mette en marche. Et c'est pas si simple que ça, mais voilà. J'ai perdu la fin, j'ai perdu ma chute, je suis désolé. Mais ça va revenir parce que moi, du coup, je vais poser une question pour vous, Antoine. Est-ce que la planification des compétences, elle est prévue dans les missions du SGPE? Enfin, des besoins en compétences, pardon, pas la planification, mais la planification des besoins en compétences. Clairement, le sujet des compétences, il fait partie du coup des items transversaux que j'évoquais, donc on l'inclut totalement dans le grand chantier. Après, ça se construit du coup, et notamment avec tous les acteurs qui étaient évoqués ici. Donc, on en est au tout début, mais on considère que c'est absolument essentiel. Et j'en profite pour réagir sur un point, peut-être pour clarifier quelque chose. C'est-à-dire que dans ce que je vous ai présenté, la vision, j'ai jamais parlé de maintenir le modèle qu'on a actuel à la fois de production et de consommation. Je disais simplement que on part en tendanciel, le contrefactuel, donc le scénario de référence que l'on prend. Ça serait un scénario où les choses continuent comme maintenant, et donc du coup il y aurait une forte évolution à la fois du transport international, de marchandises, etc. Et qu'on cherche justement à aligner quels sont les leviers de transformation et qui ne sont pas tous paramétriques, certains peuvent être très structurels, avec un grand poids de la sobriété, pour pouvoir arriver à faire tout ça. Donc clairement, voilà, c'est ça la vision qu'on essaye de porter. Et puis le deuxième point, c'est que on cherche à avoir, vous disiez, les 20 versus 100, et donc du coup, il faut avoir conscience que derrière les chiffres, il y a des réalités. C'est précisément le point qu'on essaye de mettre en avant, c'est-à-dire que pour que chacun
rien ne se fait s'il n'y a pas plein d'acteurs qui, du coup, contribuent au même levier. Ça marche pour la voiture, le logement, la réno, tout ce qu'on veut. Et donc, derrière, ça veut dire que l'engagement individuel, il est faisable, déjà, s'il est accessible à chacun, donc sujet de transition juste notamment, et que si on a conscience que l'effort que moi je fais individuellement, il est proportionné à mes capacités. Donc typiquement, oui, on demande beaucoup moins à un ménage qu'une grande entreprise, et ça fait partie de la réussite de cette transition-là. Et ça, c'est absolument indispensable du coup dans la façon d'embarquer, et c'est ça aussi qu'on essaye de montrer par cette approche. Thierry avait une remarque. Oui, non, j'avais deux points, une question pour Antoine et puis une remarque. La question, c'est en fait, il y a pas mal de ces politiques qui ont de forts co-bénéfices, qui ont des bénéfices dans plusieurs domaines. Et je voulais savoir comment vous les appréhendez, ces co-bénéfices, y compris le co-bénéfice ultime d'une plus grande résilience au choc économique exogène. Je donne cet exemple parce que si on avait fait la moitié du chemin qu'on se proposait de faire au Grenelle de l'environnement, la crise qu'on vient de vivre avec la guerre en Ukraine, elle nous aurait coûté beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, est-ce qu'on est capable de faire ce type de calcul? Alors, c'est évidemment très, très approximatif et il ne faut pas avoir une foi trop grande dans la précision des données, mais ça compte quand même beaucoup aussi pour valoriser ce qu'on fait. Donc, comment vous faites pour calculer ces co-bénéfices? Et une remarque, c'est pour aller un cran plus loin que ce que tu as dit. Bon, ensemblier, on est d'accord, et on voit se dessiner ensuite le coup d'après. Le coup d'après, c'est d'aller vendre tout ça aux acteurs. Quel est le rôle de l'État là-dedans? On sait bien que l'argent qui va être mobilisé par la transition, ce n'est pas que de l'argent public. Si c'était que de l'argent public, ce serait fini, on n'y arriverait pas. Donc on a besoin de mobiliser beaucoup d'argent public. Il faut donc que l'État soit animateur actif. Moi, je ne l'ai jamais dit publiquement, mais là, on est un peu entre nous. Le bon modèle pour moi, c'était honest broker, comme on dit dans la finance. C'est-à-dire le courtier honnête qui va chercher à aligner les intérêts autour de la table pour que ça marche. Je donnais beaucoup cet exemple, et je m'excuse de le redonner pour la énième fois devant toi, il est peut-être d'ailleurs pas très bon, mais sur les zones à faible émission, donc on a un problème avec les véhicules utilitaires légers, professionnels, qui sont souvent anciens, etc. Ces gens-là, ils ne vont pas changer, c'est pas des grosses boîtes, hein, c'est des petits artisans, ils ne vont pas changer de véhicule demain matin. Il faut leur trouver des solutions de crédit, il faut leur trouver des solutions constructeurs automobiles, il faut leur trouver peut-être des solutions réglementaires pour ne pas aller trop vite, pour ne pas les mettre en difficulté. Le seul acteur qui peut être là, au milieu de la table, pour aligner les intérêts de la finance, des constructeurs, etc., c'est quand même l'État. Et souvent au niveau national, on ne va pas répéter l'opération 500 000 fois. Est-ce que tu vois les choses comme ça? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui en fait, de formuler une nouvelle théorie du changement autour de l'action de l'État? Je ramasse les copies dans... Alors, je suis tout à fait d'accord sur cette nécessité du coup du courtier honnête que tu évoques là. Cette image-là, je la trouve bonne. Après, en fait, il y a des centaines et des centaines de sujets. Donc, je pense que ce qu'il faut éviter, à la fois, il faut que l'État soit facilitateur de tout ça. Après, si l'État est le seul acteur qui du coup permet de faire cette organisation quelque part, je pense qu'on embolise très très vite le système, et donc il y a un vrai sujet de capacité à faire derrière. C'est pour ça que l'étape, je dirais, intermédiaire qu'on essaye de mettre en place, c'est de rendre très explicite quel est finalement le chemin de transformation qu'on se décrit. Et je pense qu'il y a tout un tas d'acteurs qui peuvent du coup s'appuyer dessus pour être un peu ces courtiers de confiance. Alors, quand ça ne marche pas, l'État est là quelque part en deuxième niveau pour garantir que ça soit être le recours si jamais ça ne fonctionne pas. Mais je pense que l'objectif de rang 1, ça doit être de faire en sorte de trouver tout un écosystème qui ne se limite pas à l'État, qui fait ce travail-là sur le terrain. Et ça suppose, je trouve, pour que ça marche. Pour l'instant, je trouve que les principaux blocages, c'est à chaque fois qu'on prend les sujets un par un, il y a toujours la réaction de « Ah oui, mais ce sujet-là, il est tout petit par rapport aux autres, il n'y a qu'à faire plus simple en faisant ailleurs ». Et donc là, l'intérêt de présenter cette photo globale la plus concrète possible, c'est de dire en fait, oui, effectivement, on peut faire ailleurs aussi autre chose, mais ça ne boucle pas globalement si on ne fait pas tout en même temps. Donc du coup, c'est-à-dire que vous, qui êtes en charge d'une petite partie du problème, votre job, c'est aussi de le faire avancer. Et c'est comme ça, je pense qu'on va y arriver à vraiment dupliquer. Sinon, on alimente ce qui est je pense, un travers français qui est qu'à un moment donné, on s'assoit tous, on regarde ce que fait l'État
Et puis finalement, les choses avancent pas tant que ça. Donc c'est un équilibre entre ces deux dimensions qu'il faut trouver. Honnêtement, il n'est pas évident, mais je pense que tout mettre ce côté État, je pense que ça serait, ça me paraît risqué comme trajectoire. Fabien Carmot, vous avez encore dans le fil de la pensée revenu? Oui. Oui, alors voilà. Non, mais j'étais en train de parler de compétences et de l'articulation justement avec les OPCO dont je parlais. Et le fait de dire ce que c'était les OPCO, ça m'a... Non, en fait, on parlait de temporalité dans les changements de compétences, de mettre en musique tous les... Et il y en a aujourd'hui des instituts en France, enfin des instances qui travaillent là-dessus. C'est les branches qu'il va falloir articuler aussi. Et nous, à la CFDT, on prône ce qu'on pourrait appeler une assurance transition emploi. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir des salariés, même y compris dans le public, des agents de la fonction publique, qui se prennent des trous d'air un peu à un moment dans leur carrière, parce que les changements pourraient être suivant les secteurs d'activité, suivant les territoires aussi, parce que moi, je suis content de voir que la notion de territoire apparaît très, très clairement. Parce qu'une approche au niveau macro, c'est bien beau, mais les impacts ne sont pas les mêmes. Et donc, mettre en place une assurance transition emploi pour sécuriser un peu, en fait, pour éviter de la casse sociale, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas être si simple que ça. Et alors, on est en train de travailler dessus pour voir un petit peu ce qui pourrait être imaginé sur ce point. Moi, j'avais une question très désagréable. J'ai le droit? On a bien compris que de changer un modèle et de changer un système, ça supposait faire des arbitrages et désigner des gagnants, des perdants. Est-ce qu'on arrive, donc on est entre nous, on peut tous dire, est-ce qu'on arrive au sein d'un syndicat qui a des branches partout et donc qui nécessairement s'intéresse à tous les secteurs, est-ce qu'on arrive à faire en interne des arbitrages en disant, on acte le fait qu'il y a des secteurs dans lesquels il va y avoir moins d'activité, ou est-ce que ça, compte tenu de la nature même de ce qu'est un syndicat, c'est quelque chose qui a énormément de mal à être fait? Alors, c'est à la fois une force et une difficulté. C'est-à-dire qu'à la CFDT, on représente tous les secteurs d'activité. Donc, on a cette chance de ne pas raisonner en silo. Par contre, effectivement, ce n'est pas la voie la plus facile. On est en train d'y travailler justement par le biais de nos mandatés dans les comités stratégiques de filière. On a aussi créé un réseau d'élus qu'on appelle élus transition juste, qui sont dans les CSE, les comités socio-économiques dans les entreprises, qui agissent aussi de l'intérieur, qui ont gagné une expertise sur ces sujets, pour les faire travailler ensemble, parce que si on prend le sujet de l'eau, les solutions des uns sont les problèmes des autres, y compris sur les produits phytosanitaires. Et donc, on ne désespère pas de trouver des solutions pour trouver des points d'équilibre, en fait. Et à chaque fois qu'on sera face à un problème, il faut trouver une porte de sortie, une manière de s'en sortir, par des transitions professionnelles, par réfléchir au devenir des filières. Enfin, on est là-dessus, c'est un gros chantier. Mais ce n'est pas une question méchante, non. C'est un peu nouveau quand même, parce que tant qu'on est dans un monde en croissance, on n'a pas de problème d'éviction. Donc on peut défendre tout le monde en même temps et ne pas se dire qu'on se marche sur les pieds. Non, mais en fait, toutes nos réunions, on fait des réunions de nos mandatés dans les comités stratégiques de filière. Et justement, ça permet déjà, pour que tout le monde prenne conscience des difficultés des autres ou des solutions des autres. Parce que c'est en se parlant, en fait, qu'on y arrive. C'est pas... Donc, on fait ce travail. Et j'avais une deuxième question. Donc, vous avez assisté à la fin de la présentation de Nicolas, là, où il vous a dit qu'on allait devoir planifier dans un univers chaotique. Ça vous parle quand on dit ça et vous vous dites « Oh là là, ça va pas être simple pour nous » ou bien vous vous dites « Non, il a tort de penser ça ». Non, ça va sûrement pas être simple, on le sait. Maintenant, moi, je pense que si on veut, de toute façon, il faudra embarquer tout le monde dans cette transition, la population, les citoyens, et que ce n'est pas en promettant le chaos qu'on arrivera à convaincre. En fait, on a un travail de conviction à faire, donc il faut à la fois rester positif et pas se voiler la face sur les problèmes qui sont devant nous. Oui, voilà, il y a un travail de conviction, il y a sûrement des secteurs d'activité qui vont être en grosse difficulté.
Oui, c'est pas la voie la plus facile, mais attention à ne pas vendre des choses trop négatives parce qu'il va y avoir un effet. Ma question était plutôt sur la méthode, c'est-à-dire c'est quand même un truc un peu nouveau. Jusqu'à maintenant, on a quand même aimé faire des plans qui se déroulent sans heurts, on va dire. Et là, ce qu'on se dit, c'est en fait qu'un plan puisse se dérouler sans heurts, ça n'arrivera pas. Sans difficulté, en tout cas, oui. Mais il peut y avoir des belles réussites aussi. Et ça appelle donc notamment aussi, quand je voyais les projections, c'est tout l'enjeu aussi de la sobriété et donc des modèles qu'on veut. C'est-à-dire que si, mais vous avez bien répondu à la question, hein, c'est pas la question, mais si l'idée, notamment, on verra ce qui va sortir du projet de loi Industrie verte, mais est-ce que demain, on doit continuer à produire industriellement, même de manière verte, la même chose en France qu'hier? Nous, à la CFDT, on n'en est pas persuadé. Il va falloir qu'on articule ça autrement parce qu'on a une obligation de sobriété, d'efficacité et de décarbonation. Et ces trois points doivent être liés, c'est-à-dire qu'il ne peut pas en manquer un sur les trois. Merci, ça sera le mot de la fin de cette table ronde. On va passer la parole à la salle. Voilà, donc maintenant, on va passer aux questions et il n'y aura pas d'approximation dans la parité homme-femme. Je ne fais... Héloïse, je te laisse choisir. Je me débarrasse de cette patate chaude. Bonjour, Rachel Nienschwander, Banque Postale. Concernant la partie donc de la planification qui va toucher les individus, on sait que en fonction de la frange de la population à laquelle on appartient, on n'a pas du tout le même impact. Comment c'est envisagé cette contribution pour assurer la transition juste? D'accord. C'est une question à l'ensemble des participants? Non, à Antoine Peillon, pardon. D'accord. D'accord. Donc, comment est-ce que l'État traite la justice sociale, si je reformule? Okay. Okay. On en prend une deuxième et puis on va les traiter par paquet de 2. Allez. Donc là, les hommes, on ne manque pas de candidats. Donc, Oui, donc Franck Parmenton, ancien secrétaire de C européen d'un GAFAM. Je voulais savoir, j'entends qu'il y a plein de SGPE possibles aussi dans tous les comités d'entreprise en France et que notamment sur les bilans de gaz à effet de serre, l'ensemble des entreprises sont très en retard sur leur communication. Comment est-ce que les syndicats peuvent accélérer la mise en place de commissions environnement, de petits SGPE, qui soient les mouches du coche des entreprises qui connaissent les données, qui sont soumises elles aussi au devoir de confidentialité, mais qui leur permettent justement de piquer très fort pour accélérer ces mouvements. Merci. Ça, c'est plutôt une question pour Fabien Guimbretière ou... Oui, tout à fait. Oui, ok, voilà. Bon, allez, on commence à répondre à ces 2 questions-là. Oui, merci pour cette question. Il faut, pour faire changer de trajectoire des entreprises, il faut agir de l'intérieur. Croire qu'il suffit de décréter, ça ne suffit pas. Et donc, la loi climat et résilience a donné des nouvelles prérogatives au comité socio-économique des entreprises, et notamment un volet environnemental, qui oblige l'employeur à discuter de ces sujets-là, à discuter de la stratégie, à mettre des éléments dans ce qu'on appelle la BDESE, la base de données économiques, sociales et environnementales des entreprises. Et donc, il faut absolument, et tout à l'heure, quand je parlais de notre réseau Transition Juste à la CFDT, ce sont des élus, des comités socio-économiques des entreprises, des comités d'entreprises européens, y compris côté administrateurs salariés, où on a des leviers pour agir. Pour nous, la meilleure manière d'agir, c'est d'agir de l'intérieur dans les entreprises. Les branches auront un rôle d'impulsion, les comités stratégiques de filière, c'est une place aussi du dialogue social. C'est les bases de discussion sur des orientations stratégiques dans la filière, mais le devenir des entreprises et pour agir dans les entreprises, c'est bien par notamment le biais des CSE. Et que je complète là, parce que je partage totalement, et que par ailleurs, dans la loi Industrie verte là, qui va être en cours de discussion, il y a des réflexions sur comment est-ce qu'on conditionne un certain nombre d'aides, notamment à la réalité de la transformation, la décarbonation d'un certain nombre d'entreprises, donc qui vont appuyer le travail que feront ces futurs
SGPE en entreprises locaux. Et de même qu'il y a aussi toute une réflexion sur la partie actionnaire, le Say on Climate, du coup, de façon à ce que les entreprises, notamment cotées, du coup, rendent compte de façon plus contraignante, j'allais dire, de leur action en matière de décarbonation. Sur la partie sur la question de l'empreinte carbone qui est différente suivant le type notamment de ménage qui était votre question, je pense qu'il y a deux choses un peu différentes. C'est-à-dire que, ce que je vous ai montré là, il y a un petit côté un peu regarder sous le lampadaire des émissions directes et de ne pas regarder l'empreinte carbone au global. Et donc ça, c'est aussi un des axes de travail importants du coup qu'on est en train de mener en ce moment pour pouvoir avoir cette vision un peu plus complète de l'empreinte carbone. Et oui, du coup, quelqu'un qui a une empreinte carbone beaucoup plus élevée qu'une moyenne aujourd'hui doit pouvoir agir plus fortement pour pouvoir décarboner sa consommation quotidienne. Après, ce n'est pas pour autant du coup que les outils d'accompagnement et de transformation, ceux que j'évoquais, notamment sur la question de la voiture, sur la question des logements, etc., je pense que ça serait une erreur du coup de laisser de côté une partie de la population là-dessus, et que là-dessus, la mission, le rôle, c'est d'accompagner tout le monde. Donc ça passe par des sujets de MaPrimeRénov', si je suis super concret, dans son évolution pour aider à la rénovation, 80% des bénéficiaires sont modestes ou très modestes. Et donc ça permet d'aider du coup un ménage à avoir accès à la réno, et ça permet du coup que ce ménage-là, d'ailleurs dans un contexte de prix de l'énergie extrêmement élevé, d'avoir des co-bénéfices. Tu me posais la question tout à l'heure des co-bénéfices. Là, très concrètement, le plus immédiat et très d'actualité, il y a un alignement assez fort entre, c'est une évidence quand je dis ça, mais décarbonation et du coup pouvoir d'achat sur la facture énergétique d'un certain nombre de ménages. Et donc là, on est typiquement dedans. C'est vrai aussi pour la mobilité. Et donc du coup, le fait on parlait tout à l'heure des zones à faible émission, des ZFE, il y a un enjeu absolument majeur à ce que, oui, on demande un effort peut-être plus fort à ceux qui ont une empreinte carbone qui est plus élevée aujourd'hui. Pour autant, si jamais on n'adresse pas le sujet de la mobilité d'un certain nombre de ménages plus modestes, il y a un sujet d'inégalité territoriale qui se pose assez vite et qui n'est pas possible. Donc il faut aussi qu'on accompagne cette transition aussi de ces ménages-là. Voilà quelques éléments. C'est pour les gens à distance, hein, sinon j'aurais parlé fort. Une question complémentaire. Sur ces questions d'équité et de justice sociale, le rôle du SGPE, c'est caractériser l'enjeu sans faire de propositions, proposer ou vérifier que les propositions faites par les ministères cochent cette case, ou vous êtes en dehors de ce débat-là? Non mais voilà, c'est en termes de processus, où est-ce que vous êtes? Du coup, clairement, on est dans la discussion. Et ça, c'est le fonctionnement un peu général du SGPE, c'est-à-dire que tout levier sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, on doit inclure, on demande, enfin déjà, chaque ministère n'attend pas que le SGPE lui dise de faire quelque chose pour le faire. Je pense que c'est pas mal de le rappeler ici. Et donc, il y a énormément de choses qui sont déjà prévues, et c'est dans les préoccupations des ministères d'embarquer ce sujet de la transition juste dès le début. Nous, quelque part, on est le vérificateur du fait que ça a été le cas, et souvent, ça se termine assez généralement par des arbitrages budgétaires à la fin sur est-ce qu'on est capable d'accompagner, ça veut dire c'est quel coût d'accompagnement de tel et tel ménage, et donc de ce fait, il y a des sujets de bouclage, et là, on intervient beaucoup en appui à la décision de ce fait pour que cet enjeu que moi je considère comme majeur soit mis dans les bonnes priorités en termes d'arbitrage final. Oui. On prend deux autres questions. Une femme. Non, je suis désolé. La règle est très simple. Une femme. Bonjour, Agathe Fourcade, chargée d'administration publique dans une collectivité territoriale. C'est pour Monsieur Antoine, dont je n'arrive pas à prononcer le nom de famille. Oui, excusez-moi. Sinon, on peut l'appeler Tonio. Mais... non. Vous parliez de la transition vers des voitures électriques et de la question des matières premières du lithium. Vous parliez de la transition vers des voitures plus électriques et de la problématique des matières premières, notamment du lithium. Quid des énergies aussi dont il y a besoin pour faire marcher les voitures? Maintenant, un homme. Merci. Oui, Yannick Selman, chef de projet emploi et politique industrielle du Chiffre Project. Question de nouveau à Antoine Pelléon, pour pousser un peu pour les prochaines étapes. Les autres, on les envoie prendre le café ou non? Vous avez des questions? Non, mais c'est en cohérence avec ce qui a été discuté avec les autres intervenants. C'est comment justement le SGPE passe à la prochaine étape pour engager le gouvernement dans les négociations dont il a été question avec les syndicats et avec le patronat qui n'est pas présent ici en l'occurrence, pour faire cette transition des secteurs et notamment au niveau de l'emploi et des compétences
en cohérence avec les objectifs, avec les indicateurs dont on vient de parler. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on a des feuilles de route de décarbonation des filières qui ont été lancées, par exemple, dans le secteur automobile, sans fixer les limites clairement de la décarbonation et d'atteindre des résultats, ce qui veut dire que on n'anticipe pas ce que nous on voit, par exemple, moins 300 000 emplois dans l'industrie automobile, et à l'inverse, des créations d'emplois dans le vélo, et donc des négociations organisées avec les syndicats et le patronat sur le transfert entre ces deux secteurs, par exemple. Ce n'est pas des choses qu'on entend aujourd'hui côté patronat, parce qu'ils ne sont pas forcés de réfléchir dans un cadre cohérent. Donc comment le SGPE intègre ça de manière plus claire dans l'action gouvernementale pour qu'une feuille de route, par exemple, de décarbonation de filière devienne cohérente avec un ensemble pour atteindre les objectifs. Et notamment en termes de négociation, vraiment. Alors, le point de départ de tout, un jalon important plutôt plus qu'un point de départ, on s'est fixé comme objectif de mettre sur la table un projet de nouvelle stratégie nationale bas carbone et de nouvelle programmation plan de l'énergie en juin sur la table. Donc dans peu de semaines. Vraiment, j'insiste sur le côté projet, c'est-à-dire que nous, ce qui est important, c'est ensuite, ça sera un point de départ pour des discussions avec l'ensemble des acteurs sur tous les sujets. Et donc, typiquement sur les sujets de filière industrielle, donc ce qui était d'ailleurs une application de ce qui était la loi climat et résilience et son article 301 qui prévoyait des négos de filière, notamment dans le transport, etc. Ça soit, alors nous, dans ce qu'on va mettre sur la table, on a intégré ce qui nous paraissait comme étant réaliste. Typiquement, on a mis un certain nombre de limites physiques supplémentaires qui n'existaient pas forcément dans ce qui était mis par les filières. On évoquait tout à l'heure les e-fuels, par exemple. Bah, clairement, on voit qu'en matière d'aviation, de soute internationale, de transport international, que ce soit le maritime ou l'aviation, tous les scénarios reposent sur des hypothèses très allantes en matière de développement des e-fuels qui peuvent poser question si on les ramène aux ressources. Et donc, c'est assez facile. Souvent, d'ailleurs, elles profitent du fait que, généralement, c'est dans aucun compte national les soutes internationales. Et donc, c'est compté à part. Et donc, c'est assez facile de dire que, finalement, on ne les prend pas dans le bilan global bouclage de matière, notamment. Donc ça, typiquement, donc là, quelque part, je donne un rendez-vous au mois de juin, de façon à ce que ça soit la première mise de jeu d'un ensemble qui se veut, en tout cas, le plus cohérent possible. Je dis le plus cohérent possible parce que tout ce que je vous montre là, mais vous le savez bien, c'est totalement vertigineux. Donc, il y aura plein d'inexactitudes, d'erreurs, de choses comme ça. Mais le but même, c'est d'en discuter, d'en débattre pour après rentrer, soulever le capot à chaque fois et avoir cette discussion. Et au fond, sur les flux physiques et sur, je dirais, socialement, la façon dont la mayonnaise prend là-dessus autour de tout ça. Et donc, c'est l'ensemble des sujets et territorialement. Donc, c'est l'ensemble de tous ces sujets-là qu'on devra mettre sur la table. Et donc, sur la partie voiture qui était évoquée donc j'ai évoqué tout à l'heure le sujet matières premières, lithium, etc. Peut-être plusieurs choses. Un, c'est bien sûr pas le seul terme de bouclage qu'on regarde. Et notamment, il y a un sujet électricité. Puis, il y a un sujet plus généralement parce que 15% de véhicules électriques en 2030, ça veut aussi dire qu'il en reste 85% qui ne sont pas électriques. Et donc, sur lequel il y a des sujets aussi de biocarburants, part de biocarburants, et donc derrière de biomasse, potentiellement aussi de biogaz, d'hydrogène, etc. Donc, c'est beaucoup de bouclages différents qui interviennent. Et d'où aussi le temps et peut-être un peu la frustration que l'on met avant de faire cette première mise de jeu. Ça serait facile, du coup, de le rendre public par partie. Mais on considère que ça a beaucoup de valeur d'essayer de le poser sur la table comme quelque chose qui se tient, entre guillemets. Sur le rôle du patronat et le fait qu'il faut les amener à la table des discussions planificatrices, je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous avez une remarque? Oui. C'est facile d'en discuter avec eux. Alors, il y a plusieurs niveaux d'abord. Je vais commencer par les CSE. Je vais commencer par les CSE parce que même si la loi climat et résilience a ouvert des possibilités, on se rend compte que c'est même dans les entreprises, y compris côté des élus, ce n'est pas des sujets qui sont abordés très facilement parce que et il y a une frilosité aussi côté employeur. On commence à se rendre compte aussi qu'en fait, au-delà d'un objectif à atteindre, quand il y a des discussions, c'est comment on va réussir à sécuriser notre production. Ce qui inquiète par exemple les élus, c'est les ressources. Comment on va réussir à trouver les ressources pour continuer à faire la même chose qu'aujourd'hui. Donc, ils ne prennent pas forcément le problème du bon côté. Donc, il y a tout un travail d'acculturation à faire. Après, dans les branches, c'est malheureusement, dans beaucoup de branches, c'est un sujet qui n'est pas assez abordé, alors que la branche a quand même un vrai rôle d'impulsion là-dessus. Moi, je vais être quand même assez critique sur les comités stratégiques de filière. J'ai moi-même été dans le comité stratégique de la filière alimentaire,
où la place laissée aux organisations syndicales était très largement insuffisante pour rester poli. En gros, on va renvoyer au calendrier grec les sujets sociaux et on va parler que décarbonation et les aides pour les entreprises. Donc, en gros, ces comités stratégiques de filière, trop souvent, je suis un peu, là pour le coup, je ne suis pas très sympa, mais c'est trop souvent comment on va réussir à produire la même chose qu'aujourd'hui, mais il faut nous aider, parce que comme on va décarboner, on aura fait le boulot, sauf que la décarbonation, ce n'est pas une fin en soi non plus, hein, ça ne règle pas les problèmes de biodiversité, ça ne règle pas tous les problèmes. Et le volet social est souvent renvoyé à des discussions ultérieures. Donc là, il faut que ça change, parce que je pense que ce qui sort des comités stratégiques de filière, ça a toute sa place derrière dans la planification et pour enrichir les sujets. Et notamment après tout ce qui se passe au niveau du CNI, j'imagine que le SGPE est en lien direct avec le CNI sur ces sujets-là. CNI, ça veut dire Conseil national de l'industrie. Alors, deux de plus. Peut-être tu peux, vu que j'ai un micro, Jean-Marc, je suis une femme, donc ça devrait aller. Je sais pas, bon, je laisse Héloïse gérer. Héloïse, oui. C'est bon? C'est pas grave. Bon, bref. Donc, c'est Inescom. Moi, je participe au groupe de travail sur le numérique, au Shift Project. Et on voulait savoir un petit peu comment est-ce que vous intégrez le numérique dans la stratégie nationale bas carbone, parce que le numérique vient en support en fait de l'ensemble des activités. Et aussi, on a été amené à participer au Conseil au numérique éco-responsable. Et si vous pouvez, je ne sais pas si vous suivez ces travaux et comment vous pensez les utiliser dans la stratégie nationale bas carbone. Voilà, c'est une question. Après, la mienne rejoint un petit peu celle-ci. Et il y a 4 hommes sur scène, donc je pense qu'on peut faire des femmes dans les questions. Alors, je me lance. Bonjour, Hugues Ferbeuf, chef de projet numérique également. Donc moi, j'ai pas une question sur le numérique, mais plutôt une question qui me vient justement de l'expérience passée depuis 5 mois avec une dizaine d'autres personnes du Shift dans ce groupe de travail et qui rebondit sur ce qui vient d'être dit par le représentant de la CFDT. Moi, je note quand même dans ce groupe de travail une forte propension de la part des acteurs économiques à regarder le sujet sous la forme exclusivement de comment peut-on être plus efficace, mais pour continuer à faire la même chose. C'est-à-dire que le deuxième levier essentiel, notamment dans le domaine numérique, qui est la sobriété, est passé sous silence. Et en fait, ma question, elle est un peu au-delà du sujet du numérique. Elle est finalement la sobriété, c'est aussi quels sont les modes de vie que l'on veut. Et ça, c'est pas seulement aux acteurs de la filière de le décider. C'est aussi un choix démocratique. Et donc, comment comptez-vous traiter cet aspect-là de la question qui, moi, me semble fondamental si on veut avancer au bon rythme? Oui, c'est bon. En fait, elle rejoint un petit peu les deux questions précédentes. Moi, je suis autrice et productrice et je travaille beaucoup je suis dans le groupe de travail sur les métaverses avec Hugues aussi et Marlène. Et en fait, la question, c'était est-ce qu'un des rôles du coup de la SGPE, c'est par rapport aux injonctions contradictoires qu'on peut avoir de la part du gouvernement, qui a une approche un peu techno-solutionniste où les enjeux de compétitivité des entreprises par rapport à l'innovation technologique, les enjeux de souveraineté et les enjeux aussi de représentation des valeurs de la France sur ces nouveaux formats potentiellement, passe un petit peu avant la prise en compte des limites planétaires qui peuvent s'appliquer au secteur du numérique et de l'innovation. Et donc, en fait, est-ce qu'il y a un des enjeux pour vous, dans le souci de débattre et de créer du consensus, c'est de faire passer certaines questions avant d'autres, et notamment le fait que peut-être qu'on n'a pas les ressources en métaux dans les années à venir qui vont nous permettre d'avoir à la fois des IRM demain et de créer des métaverses inclusifs, et voilà. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas que ces questions-là précèdent, en tout cas, d'autres questions qu'on peut se poser? Faut-il empêcher Macron d'aller au Consumer Electronic Show, chausser des lunettes virtuelles? Bien.
Merci pour ces questions. Non, mais en fait, l'approche que l'on a, je ne sais pas s'il y a une question de priorité d'abord ou après. En tout cas, la méthode qu'on a mise sur la table, elle aboutit quelque part à un début de réponse de vos différentes questions. C'est-à-dire que ce que l'on fait, c'est qu'on regarde concrètement les leviers, ce que ça fait, ce que ça donne, ce que ça permet d'atteindre, et pas uniquement en termes de baisse de gaz à effet de serre, mais aussi en termes d'impact sur les matériaux, impact sur tout un tas de choses. Et donc, la conclusion assez immédiate qui apparaît, c'est que oui, il faut une part importante de sobriété si on veut que tout cela boucle. Mais du coup, on en donne, je dirais, quelque part un peu le mode d'emploi et l'ampleur. C'est-à-dire, je ne pense pas que la question, ça soit de se dire c'est d'abord la sobriété, puis la décarbonation, etc. Il faut qu'on arrive à construire le chemin qui fait les deux en même temps. Et c'est absolument, je pense qu'on montre assez clairement qu'on ne peut pas juste faire comme avant en décarbonant, ça ne marche pas. Et donc, il faut aussi changer un certain nombre de comportements et donc passer par la sobriété. Après, c'est affaire de dosage. Et ce qui est important pour moi, c'est d'aller au-delà de ce simple constat de dire il faut les deux. C'est de se dire, et concrètement, ça veut dire quoi dans l'année qui vient, les 5 années qui viennent jusqu'en 2030 ? C'est ça qu'on essaye de faire. Alors, ça pose des questions très difficiles parce qu'ensuite, dans ce que je vous ai montré, là, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais sur la partie transport, par exemple, on avait mis des petits pointillés sur les leviers qui étaient encore incertains, mal documentés. Bah, typiquement, la sobriété, ce n'est pas quelque chose de facile. Quand je suis, pour le coup, à la place de l'État, se dire comment je fais pour prescrire de la sobriété, parce que ça, mes outils, soit j'incite, soit je prescris. Bah, on voit que ça pose énormément de questions, notamment démocratiques, de modèles de société, etc. Et donc là, il y a quelque chose à trouver de quels sont les modes d'action, et je pense que ça passe pas forcément par du coup, ça passe pas toujours par de la norme, ou ça passe pas toujours par de la fiscalité, ou ça passe pas toujours. Donc il y a des modes d'action à inventer. Quand je regarde par exemple l'alimentation, il y a énormément des évolutions récentes en termes alimentaires qui passent par des acteurs non étatiques et qui conduit à une transformation qui est en fait assez réelle et qui va assez rapidement. Et donc, c'est l'ensemble de ces leviers-là avec lesquels il faut composer. Voilà. Après, sur la partie, et ce n'est pas sans lien du coup d'ailleurs avec le sujet numérique, je le prends au sens large, c'est-à-dire à la fois les sujets des infranumériques, la consommation énergétique, etc., mais quelque part, c'est un petit bout du sujet. Et plus généralement, avec l'énorme rôle que peut avoir le numérique à la fois dans la façon dont on fait évoluer nos usages, tous les outils extrêmement nombreux et variés qui du coup sont autant de coachs individuels, d'incitation, de simulateurs, de tout ce qu'on veut. Ça donne, je trouve, à chacun, ça permet de personnaliser et de donner du coup une forme d'appui à la décision. Et ça, je pense que c'est un rôle du numérique qui est absolument important et qu'il faut continuer à développer. Nous, à GPE, ce qu'on essaye de faire à ce stade, donc il y a Laura Letourneau, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est dans mon équipe chargée d'animer ce sujet plus généralement de la donnée, qui était responsable du numérique en santé préalablement, et donc qui avait fait ça dans cette sphère et qui la transpose maintenant à la partie transition écologique. Elle a fait, et je trouve ça assez vraiment très structurant, un peu l'état des lieux aussi de toutes les infrastructures numériques qui étaient aujourd'hui à disposition pour pouvoir à la fois connaître les enjeux, connaître les impacts, et puis sur lesquels s'appuient l'ensemble de toutes les applications, dispositifs, etc., d'aide au changement de comportement divers et variés. Et on voit que ça pose plein de questions assez structurantes. Déjà, comment tout cela s'articule. On voit que ça part vraiment dans tous les sens avec des choses parfois peu cohérentes. Ça pose une question aussi, d'où sont les communs, quelles sont les infras qui doivent être ouvertes, partagées, et donc sur lesquelles il faut qu'on ait une stratégie du coup d'ouverture, probablement peut-être de propriété publique, de façon à garantir aussi une forme de neutralité. C'est une question qui est ouverte. Donc c'est tout ce chantier-là très structurant sur la façon dont le numérique va accompagner la transition qui est sur la table aujourd'hui, qu'on essaye encore une fois, pas à 15 personnes d'aller transformer de nous-mêmes, mais essayer de donner une impulsion et un sens au travail très collectif qui est nécessaire. Comme on approche de la fin, Thierry, est-ce que tu as peu parlé? J'en suis désolé. Ça va très bien, je passe une très bonne journée. Est-ce que tu souhaites ajouter quoi que ce soit? Non? Non, même pas. Non, même pas. Bon, tu es un auditeur heureux. Oui, non, c'est intéressant. Non, je pense que c'est l'aventure que conduit Antoine est importante pour nous tous. Comme je le disais au début, c'est que le début de l'histoire. On va voir ce qui marche pas, tout ça. Mais moi, je suis attentif et je resterai au déploiement de tout ça dans la société. Ce que tu as dit tout à l'heure sur l'État ne peut pas tout, je suis d'accord. Mais où sont ses ambassadeurs? Est-ce qu'il leur faut un statut? Est-ce que je pense que ça mérite qu'on y réfléchisse vraiment. C'est un sentier prometteur, je trouve.
voilà, qui seront demain les démultiplicateurs de l'action de l'État en la matière? C'est une question qui m'intéresse. Voilà. Peut-être le Shift pourra aider. Le Shift, ce sera ravi de former les préfets. Qui sont normalement les... vu comme il est taquin quand même. Hein. Non, on était ensemble à une session pas plus tard qu'il y a une semaine là, pour la formation des directeurs d'administration centrale et ils étaient globalement assez attentifs. Voilà, donc on peut imaginer que les préfets le seraient aussi et ça fait partie des démultiplicateurs de l'action de l'État normalement. Oui, mais tu vois... Juste une taquinerie. Non, mais tu as raison, je plaisantais un peu. Mais quand on a fait le rapport Gouverner la transition écologique avec Canfin, il y avait une proposition à laquelle je ne croyais pas du tout, qui était de former justement la haute administration à grande échelle sur ces questions. Et je disais, je ne crois pas, on écrit ça 100 fois dans les rapports, ça n'arrive jamais. C'est un truc qui prospère. Et au fond, le modèle, j'ai commencé à y croire quand j'ai fait un peu l'histoire de ce genre d'effort. En fait, après 1945, on a fait cet effort pour se doter d'une technocratie rationnelle, performante, efficace. La France de Vichy n'avait pas laissé un héritage brillantissime en la matière. Il fallait former des cohortes entières de nouveaux hauts fonctionnaires à tous les niveaux. Et on a fait ce travail de formation, pas simplement parce qu'on a créé l'ENA. On a fait de la formation continue aux fonctionnaires. Et je pense que c'est très puissant, en fait. C'est une excellente idée. Fabien, une remarque finale? On va juste insister sur quelque chose que j'ai déjà dit, mais que les transitions qui sont devant nous ne seront acceptables par la population que si elles sont justes et socialement responsables, et donc co-construites collectivement, en partant aussi de la réalité des gens, mais aussi d'indicateurs, parce qu'on a besoin des deux, et donc des corps intermédiaires de tous ceux qui font la société civile. S'il n'y a pas de co-construction, ça pourrait être très compliqué. Merci, ça sera un mot de la fin qui, à mon avis, sera très bon dans cette enceinte.